un autre monde qui est le monde des sciences. On a été plutôt dans l'industrie, dans le business. Et c'est vrai que je vous rappelle que nous œuvrons pour les sociétés scientifiques également. Donc c'est la parole aux scientifiques aujourd'hui. J'ai la chance d'accueillir Élodie. Donc Élodie Dufornel, qui est conseillère scientifique principale chez Engie, qui va... qui va interviewer Sylvie Retailleau. Bienvenue. Alors, scientifique de renom, notamment dans le domaine très pointu que je ne connaissais pas, qui est la nanoélectronique. Bienvenue encore. Vous allez nous éclairer sur la parole des scientifiques. Alors, écoutons les scientifiques. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, la science n'est peut-être pas le domaine le plus médiatisé et respecté de nos jours. Et l'actualité internationale nous le rappelle constamment. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une éminente scientifique et ancienne ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur pour discuter de l'écoute de la parole scientifique. Bonjour Sylvie Retailleau. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Bienvenue. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous nous parliez des nombreuses initiatives de sensibilisation aux sciences que vous soutenez. Alors, me présenter, mon métier, effectivement, je suis enseignant-chercheur, professeur de physique, mais dans des domaines appliqués, puisque, oui, en électronique, nanosciences, donc nanoélectronique. Donc, c'est un domaine qui a la particularité, depuis, je dirais, toute petite, mon doctorat, et ensuite, de parler à beaucoup de gens, mais aussi d'écouter, du coup, leur retour, puisque moi, j'ai travaillé avec, évidemment, des académiques, en France, en Europe, à l'international. Donc ça, c'est une dimension importante, je pense, pour les scientifiques. J'ai beaucoup travaillé avec les industriels aussi, parce que quand on fait de l'électronique, alors moi, ce que j'aimais et pourquoi je suis allée dans ce métier, c'est parce que, comme je dis toujours, je fais de la quantique et je fais aussi du circuit. Donc j'aimais, pour ce que ça parle, titiller ce qu'on appelle la fonction d'onde, c'est-à-dire cet élément quantique assez théorique, mais qui permet d'expliquer beaucoup de choses à des petites dimensions, et puis aller jusqu'à l'appliquer dans les circuits intégrés, l'application au microprocesseur, et voir comment on l'applique finalement dans la vie de tous les jours. Et c'est ce spectre large qui m'a toujours passionnée, de passer de l'un à l'autre et de casser ces barrières en fait qui nous bloquent beaucoup dans tous nos métiers. Et puis c'est l'écoute aussi, et j'insiste sur mon champ, c'est enseignant-chercheur, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est-à-dire c'est tout ce qu'apportent aussi les étudiants, le contact avec l'étudiant, l'élève et moi l'étudiant. Et évidemment, on est là pour, en tant que professeur et à tous les niveaux, essayer de transmettre de la connaissance, mais c'est pas que ça, notre rôle, c'est aussi partager non seulement des compétences, mais aussi l'évolution et en faire des citoyens éclairés. Et ces citoyens éclairés, c'est un dialogue. Évidemment qu'on est là pour leur donner des bases et leur donner un métier, mais on est là pour leur ouvrir en les faisant réfléchir, en développant l'esprit critique. Et peut-être ce qui me tient à cœur, c'est en développant la démarche scientifique et une certaine méthodologie. Et ça rejoint beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure. Et du coup, ça m'a amené dans mon métier, pour répondre à la deuxième partie, de m'impliquer beaucoup dans tout ce qui est sciences et société. Alors moi, j'étais surtout impliquée dans cette partie sciences et société, dans la médiation, parce que ce qui m'intéressait, c'est d'aller vers les jeunes de la primaire, et on y reviendra sûrement, parce que je pense que cette démarche, cette formation des citoyens éclairés, ça commence tout petit, et qu'il faut jamais les lâcher. Et ça, on y reviendra peut-être. Et donc, c'était comment, effectivement, transmettre, mais aussi se mettre à l'écoute d'eux, parce qu'on ne transmet pas et on n'essaye pas d'expliquer de la même façon à un enfant de primaire qu'à un étudiant de licence ou un doctorant. Et c'est cette richesse des profils, des parcours, mais aussi de leurs besoins, parce qu'en fait, on ne l'exprime pas pareil, parce qu'il faut se mettre à sa place et à leurs besoins à eux et à leur état de connaissance ou de maturité, que
on va leur apporter quelque chose, et je peux vous dire qu'ils nous apportent énormément. Et donc, je suis impliquée dans beaucoup j'ai créé à Orsay avec beaucoup de collègues, parce que c'est toujours en équipe, la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences, où on fait un peu des ateliers primaires, collèges, mais aussi des actions d'art et sciences. Et je pense que l'outil, le passeur de messages avec l'art, le design et toutes les autres disciplines, on pourra en parler aussi, pour améliorer l'écoute pour toutes les parties. Je pense à l'écoute vers la société, l'écoute vers les politiques, etc. Et donc, c'est un secteur sur lequel je me réengage actuellement et qui me tient particulièrement à cœur, et dans lequel il y a le point particulier de femmes et sciences, bien évidemment. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Bon, vous m'avez devancé avec les liens entre Il a du temps, on va dire. et la démarche scientifique. Alors, je vais tout de suite passer à une question brûlante par rapport à l'actualité, notamment. Aujourd'hui, en parlant de l'écoute des scientifiques dans notre société, pensez-vous que leurs voix sont réellement entendues? Et quels obstacles rencontrent-ils? De nombreux. Alors, je pense qu'on ne peut pas, et vous en avez parlé, et souvent les dessins y font référence, ne pas parler, alors écoute scientifique, mais des attaques à la science qu'on subit aujourd'hui. Il y a deux niveaux. Il y a l'écoute scientifique, et j'y reviendrai de façon globale, en France, en Europe, etc. Et peut-être avec une particularité française, et j'y reviendrai. Mais je voudrais d'abord appuyer sur le problème actuellement de l'écoute de l'expertise scientifique, de la remise en cause de vérités factuelles scientifiques. Et je pense que cette attaque, enfin, vous l'avez tous dit, l'attaque qu'on connaît aujourd'hui, évidemment par les États-Unis et par les politiques portées par Trump, parce que c'est tellement énorme et l'impact est tellement grand, et parce que ce sont les États-Unis, mais on le voit aussi en Argentine, on le voit en Hongrie, la Pologne a connu ça et s'en est à dépasser ça, enfin en tout cas à changer de politique. Mais évidemment, quand ce sont les États-Unis, les USA, l'impact n'est pas le même, les conséquences ne sont pas les mêmes, et quand même, les États-Unis ont largement investi dans tout ce qui est science et recherche. Et je différencie bien les deux, mais science et recherche. Et aujourd'hui, ce blocage, ce retour en arrière très très fort et très brutal, non seulement aura des conséquences dans le domaine des investissements dans la recherche, du progrès, des conséquences, mais ce qui est encore plus grave, c'est l'attaque de la science, l'attaque de la démarche scientifique, l'attaque finalement de justifier ces décisions, mais de les justifier même le b.a.-ba, parce que là on voit bien que même les chiffres qui sont montrés, on en a encore eu une démonstration hier soir, la méthodologie est affirmée avec un aplomb, sans base crédible, méthodologique, quelle qu'elle soit, à la limite, sur lesquelles on peut discuter clairement. Et cette attaque aux sciences, à quelques sciences en particulier, mais en fait à beaucoup, je vais simplement vous dire, il y a une semaine, j'ai un collègue des États-Unis qui m'a écrit. Il est dans le végétal et il travaille sur la diversité du blé. Vous voyez la suite. Il a reçu un courrier disant que son thématique ne serait plus financée et que il faudra qu'il arrête, et en tout cas, elle serait plus soutenue et financée parce qu'il y a le mot diversité. Alors évidemment, c'est tellement massif que le moissonnage est fait pas de l'intelligence artificielle et ce coup-là de façon automatique. Il y avait le mot diversité, et si vous allez sur le site du NIH sur le domaine de la santé, on voit apparaître les mêmes choses. C'est-à-dire que la consigne, c'est plus de diversité, et donc plus de diversité du blé non plus. Donc évidemment que lui va répondre, se battre et me dire que, mais ça montre vraiment cette incohérence, cette folie, on va dire, de la façon dont c'est mené, la base sur le fond, la gravité aussi, et vraiment cette attaque à tout va de la science et dans des domaines finalement qui ne sont pas, et ça ne serait pas excusable quand même, que le climat, ou etc., comme il avait déjà fait lors de son premier mandat, mais qui est beaucoup plus large et qui va effectivement toucher des secteurs très divers et de diverses manières. Donc voilà, je pense que... Alors après, si on revient
hors États-Unis. Je pense que la parole des scientifiques, si je regarde en France et à l'Europe, et je différencie par pays, je pense qu'il y a un besoin pour qu'elle soit à la fois écoutée et entendue. C'est toujours des deux côtés. C'est-à-dire peut-être plus de culture scientifique, de formation aussi aux sciences. Et je pense que la France, particulièrement en Europe, souffre d'un certain manque de culture scientifique et de citoyens éclairés. On pourra voir pourquoi, comment. Et c'est important, et vers les médias et vers les politiques. Je dirais qu'une chose, mais l'exemple de la reconnaissance du doctorat en France est quand même aussi lié à cet impact aussi sur les inputs donnés aux scientifiques et aux politiques, et comment ils vont s'en servir. Mais de l'autre côté, parce qu'il n'y a jamais en un sens, et puis l'écoute, c'est toujours dans les deux sens. Donc voilà, c'est la formation de nos scientifiques, de nos docteurs, à pouvoir aussi transmettre l'information, faire de la médiation. De plus en plus de scientifiques, on le voit dans le domaine du climat, s'engagent dans des politiques publiques, s'engagent à porter des paroles, et ça c'est très bien. Mais c'est vrai que sur un large spectre, il n'y a pas que les spectres de l'environnement, du climat, même si c'est fondamental. Sur un large spectre, je pense qu'on a besoin de former aussi, comme on a besoin de former les politiques et les médias, on a besoin de former les scientifiques pour pouvoir participer à la vie des politiques publiques. Et ça commence dès le doctorat. Merci beaucoup, Sylvie Retailleau. Donc, si je vous comprends bien, alors, pour qu'ils aient plus d'impact, nos scientifiques doivent se former un peu plus à la vulgarisation, en tout cas. Alors, c'est un des points. L'autre point est aussi fondamental. Oui, je pense qu'ils doivent participer, se former, et on leur demande beaucoup de choses. Donc, on est bien conscient aussi qu'à un moment, il faut aussi qu'ils fassent de la science. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, et moi, je le crois profondément. Quand on enseigne, souvent, quand on est enseignant-chercheur, on vous parle de charge d'enseignement, ou quand on fait de la médiation, etc. Pour moi, c'est ni une charge, et c'est très complémentaire à la recherche. Quand on exprime, quand on doit expliquer, quand on doit se mettre, eh bien, ça enrichit aussi fortement le domaine de recherche sur lequel on est. Si on écoute les retours, justement, si on essaye d'expliquer pour que l'autre en face comprenne, et souvent l'autre, quand quelque part il n'est pas spécialiste du domaine, il a des questions, il a des interventions et des interrogations très pertinentes, et qui parfois nous remettent en cause un peu les fondamentaux de domaines de spécialité qui évoluent parce que les technologies évoluent, la science évolue, les connaissances évoluent. Et nous, on est tellement dans nos spécialités que parfois, revenir un peu aux fondamentaux, se reposer les questions de base que l'autre se pose ou nous pose, c'est des choses qui, d'abord, nous permettent de mieux comprendre, et parfois nous interroge sur nos domaines de recherche de spécialité. Et je pense que la formation à la médiation et aller se confronter, écouter, dialoguer avec un public divers, c'est quelque chose d'important, oui. Et ça demande une formation. D'accord, merci beaucoup. Alors, je pense que comme nous sommes au Cercle Interrel, on va passer maintenant à l'intersectionnalité, du cumul sciences et femmes. Pensez-vous que la voix des femmes scientifiques est entendue et prise en compte aujourd'hui ? Alors, étant femme, ma formation initiale, je vous ai dit que c'était dans l'électronique, mais quand j'étais étudiante, je suis dans une section qui s'appelle électronique, électrotechnique, automatique. Ça vous parle, mesdames? Et je pense que ça devrait vous parler aussi, parce qu'on a besoin de vous dans ces métiers de sciences de l'ingénieur. Je pourrais rajouter la mécanique derrière. Alors, ce n'était pas mon domaine, mais c'est un peu, ça a même dans l'inconscient un peu la même connotation. Et c'est vrai que quand je suis devenue professeure d'université, dans une université, une grosse université, il n'y avait pas 10 enseignants, j'ai été pendant 2 ans, je crois, la seule femme dans ce domaine. Donc, évidemment que pour autant, dans mon métier d'enseignant-chercheur, ça a été un peu différent dans mon métier présidente et ministre, mais en tout cas, dans mon métier d'enseignant-chercheur, j'ai jamais souffert, moi, même si je peux voir autour, pour plein de raisons, de cette reconnaissance, etc. Mais peut-être à des prix d'investissement très forts, parce que, et je crois que femmes scientifiques comme femmes, il y a un côté sain à ça, mais quand même, on doit faire ses preuves. C'est-à-dire qu'on nous écoute, mais pas a priori.
C'est pas parce qu'on est professeur, c'est pas parce qu'on arrive avec un costume de président ou autre, autour de la table où il y a d'autres présidents, d'autres, etc., souvent hommes, surtout quand on prend des responsabilités. Et c'est vrai que quand un président nouveau, moi je l'ai vécu, arrive autour d'une table, a priori, il a, je dirais, la posture, la stature et une écoute liée à son étiquette, son poste, son titre, etc. C'est très différent pour une femme. Et je dirais qu'on gagne l'écoute par la connaissance des dossiers, le travail, la crédibilité qu'on va gagner petit à petit. Et quelque part, c'est peut-être un peu plus dur d'avoir cette écoute ou en tout cas cette attention, mais je pense que c'est très bon et c'est peut-être aux hommes de gagner et de poser une légitimité par la crédibilité. Parce que poser une légitimité par la confiance, la baser sur la confiance et la crédibilité, quelque part pour moi, ça fait partie d'une certaine durabilité dans cette crédibilité. Et je crois qu'on travaille mieux comme ça et c'est très lié au relationnel et à la façon de travailler dans l'écoute, l'entente et le dialogue. Merci beaucoup, je crois qu'on arrive au bout. Alors, si vous aviez en quelques mots un conseil à donner à quelqu'un qui débute en sciences, qui devrait-il écouter ? J'ai envie de dire tout le monde, mais comme ça. Et je pense que quand on est dans le métier, je pense qu'effectivement, on écoute et on interagit avec nos mentors, les professeurs et nos collègues. Et puis, on écoute parce qu'on lit beaucoup tout ce qui est bibliographie et il y a une écoute. Mais je pense qu'un scientifique ne doit pas oublier d'écouter, je dirais, le public et la société et le monde dont il fait partie. Il n'y a pas que l'environnement académique, il y a l'ouverture au monde dont il fait partie, et puis ses étudiants, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses étudiants, de la licence du premier cycle jusqu'au doctorant. Donc on doit avoir plusieurs capteurs, plusieurs oreilles, et de tout ça, je pense qu'on en sort une créativité, une écoute et en fait une qualité scientifique, éthique, intégrité, etc., démultipliée. Merci beaucoup Sylvie Rossaillot pour ces échanges très inspirants. Merci Sylvie, joie de se retrouver ici, ça nous change du plateau de Saclay. Et en plus, nous partageons la même passion de l'enseignement supérieur, des étudiants et de la transmission. C'était un plaisir, merci beaucoup et ravie. Alors, nous revoilà pour la deuxième partie de notre atelier et pour une après-midi encore davantage centrée sur l'entreprise, ses projets, ses outils, notamment comment passer de l'écoute à la performance. Oui, donc cet après-midi, nous allons voir encore comment le numérique en particulier peut favoriser l'écoute, participer à l'écoute en tout cas. En particulier, on va parler encore d'enquêtes, comme on les a vues depuis ce matin, des enquêtes en entreprise qui justement utilisent les outils d'écoute pour mieux comprendre le terrain. On parlera de nos enquêtes 2024 et 2025, qui sont les enquêtes Interrel, dont on vous donnera des retours et des résultats. Et enfin, on parlera des perceptions de terrain sur ce sujet de l'écoute. Donc, on reviendra plus aux individus dans la deuxième partie de notre atelier avec nos collègues de Béziers qui ont parlé donc assez spontanément de leur vision de l'écoute et un peu d'humour. Surprise. Une surprise. Et quelques éléments aussi qui nous ont inspirés dans nos travaux, même si on n'a pas pu tout traiter le thème de l'écoute, on vous donnera quelques highlights, comme on dit, quelques éléments inspirants pour nous. Voilà. Donc, place à la suite de notre atelier avec nos différents interlocuteurs. Bonjour et bienvenue aux entreprises. Pour qui l'écoute fait partie du processus d'innovation, puisque c'est le thème de notre interview croisée. Donc, je vais vous laisser la place. À tout à l'heure. Merci. Alors, nous restons dans le domaine de la science et de l'écoute pour découvrir comment il stimule l'innovation dans nos grandes entreprises. Alors, pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir Carole Desnaux, directrice technologie, innovation et projet du groupe SNCF, Olivier Sala, qui est donc VP recherche et innovation dans le groupe Engie, et Sylvie Delacroix, membre de SNCF Mixité. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Alors, nos invités ont brillamment démontré leur écoute mutuelle en sélectionnant chacun, en fait, une question l'un pour l'autre et pour eux-mêmes. Donc, c'est une véritable interview croisée. Donc, Sylvie, je te laisse commencer. Alors, Olivier, comment Engie tient compte de l'évolution de l'attente en énergie? Avec quel impact sur sa stratégie technologique, notamment pour faire les bons choix dans le bon timing? Merci beaucoup, la question est simple. En gros, quand on regarde le paysage énergétique, aujourd'hui, il y a deux grandes familles d'attentes que l'on retrouve, et j'allais dire quels que soient les acteurs, les types de clients. C'est d'une part la question de la transition énergétique pour faire face aux défis climatiques, parce que la conscience du risque lié au réchauffement climatique, elle est désormais de plus en plus enracinée. Et la deuxième nature d'attente, c'est la question de l'accessibilité de l'énergie, de son coût ou de la compétitivité si on est une entreprise. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'énergie est d'abord perçue par beaucoup de foyers modestes ou pas si modestes que ça, comme une dépense fixe à laquelle il est compliqué de faire face. Et donc finalement, quand on croise ces deux attentes sur lesquelles il faut trouver finalement une réponse, et ces deux attentes qui sont finalement un peu des inquiétudes par nature, il faut aller chercher cette espèce d'arbitrage entre ces inquiétudes de fin du mois et de fin du monde, pour reprendre une formule. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une solution technologique miracle pour répondre à tout cela. En revanche, il y a beaucoup de choses qui permettent d'espérer et que les choses sont faisables. Je dirais que le contexte est suffisamment grave pour nous contraindre à l'optimisme, parce qu'il y aura un risque, ce serait de basculer finalement d'une situation de déni à une situation d'abattement, en disant de toute façon maintenant c'est trop tard, on est foutu, c'est pas nous, etc., etc. Et en fait, il faut chercher des solutions technologiques, et il y en a qui fonctionnent, c'est-à-dire qui permettent de décarboner les activités humaines, mais qui permettent d'être aussi accessibles, compétitives, qui permettent d'être résilientes, parce qu'on voit bien que la stabilité du système énergétique dans un monde qui est perturbé, c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis, il faut aller chercher ce qui est acceptable aussi dans l'écosystème et dans l'impact environnemental. Alors, Carole, en tant que voyageuse, par exemple, comment l'écoute des besoins des régions, des territoires et des clients permet-elle d'inventer de nouvelles solutions de mobilité? Merci de voyager déjà sur SNCF. Donc, effectivement, SNCF, premier transporteur français, marchandises, voyageurs, avec une offre assez large, puisqu'il y a le mass transit avec le RER, il y a les TER en région, il y a la grande vitesse, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite, la grande vitesse, un petit clin d'œil aujourd'hui pour insister sur le côté industriel et la fierté française. C'est un anniversaire aujourd'hui, c'est l'anniversaire du record de vitesse TGV, 574,8. Et là, je vais reboucler km/h. Je vais reboucler avec les attentes clients parce qu'on pourrait vous faire rouler des TGV à 575 km/h. Mais là, il faudrait oublier de travailler dedans, le café, d'aller aux toilettes. Il faudrait vraiment rester sur son siège tranquille. Donc, on préfère optimiser la bonne vitesse par rapport aux besoins des clients. Et puis, ça consommerait beaucoup d'énergie si on opérait nos TGV 2 fois plus vite qu'aujourd'hui. Non, petit clin d'œil, je pense qu'on a la chance, nous, on n'est pas un industriel de train, mais on comprend, via les attentes clients, en écoutant nos clients, on comprend quels sont leurs besoins. Et je vais donner un exemple parce que en France, il y a presque 50 000 km de voies ferrées. Il n'y en a plus que 33 000 qui sont encore en activité parce que depuis 50 ans, la voiture, dans les régions peu denses, a déplacé le train. Et après, il y a un équilibre économique qui se fait. Et s'il y a peu de voyageurs, si les gens préfèrent utiliser la voiture dans les zones les moins denses, au final, il y a moins d'offres ferroviaires. Et puis, c'est un engrenage. Au final, les gens ne prennent plus le train parce qu'il y a 2 trains par jour ou 1 train par heure. Et là, on est en train de repenser complètement l'offre. En développant avec des industriels, dans le cadre de France 2030, des programmes soutenus par des financements publics et en mettant à bord des scientifiques, les industriels, on est en train de développer, en ayant écouté les clients, des petits trains qui répondent mieux aux besoins. Donc ça va être des petits trains moins capacitaires. On est en train de travailler sur 3 projets. Aujourd'hui, un train régional, ça fait 250 places et on peut le faire circuler en unité mixte, donc ça fait 2 trains. Globalement, ça double la capacité. Là, on parle de petits trains
de 14 places, de 30 places ou de 80 places. Le train de 80 places, on peut le coupler en 3 unités. On retombe sur 240 places qu'on avait dans un train unique. Mais c'est surtout que la journée, quand on n'a pas besoin il n'y a pas beaucoup de passagers, on peut avoir 3 fois plus de fréquences. Et ces petits trains, on les appelle des trains légers. Ça, c'est un petit clin d'œil technique. Mais effectivement, ils sont légers. Et le fait qu'ils soient légers, ça permet de ne pas redévelopper toute une infrastructure. Et c'est beaucoup moins coûteux. Merci. Olivier, comment l'écoute des besoins et des préoccupations de la société peut-elle influencer la recherche et l'innovation d'Engie dans le domaine de la transition énergétique? L'écoute, elle est fondamentale pour une raison assez simple. C'est que le défi climatique auquel nous faisons face, il est vertigineux, il est sans précédent et chaque jour compte. Une fois qu'on a dit ça, il appelle des changements assez profonds dans la manière dont on utilise l'énergie, dont on la consomme, des questions de sobriété, d'efficacité, de transformation d'usage. Et donc ces adaptations profondes, dans un contexte démocratique, qu'on appelle de nos voeux, ne peut se créer que par l'adhésion. Et pour qu'il se crée par l'adhésion, je pense que ça fait partie de nos missions de faire de la pédagogie, ça fait partie de nos missions pour expliquer que cette transition, elle est aussi désirable. Elle n'est pas que subie, elle n'est pas que tirée par l'anxiété, et qu'il y a des voies pour y arriver. Et on le fait déjà, il y a tout plein de raisons positives, de réussites positives pour se dire qu'on peut construire la suite. Très concrètement, dans les choix technologiques, ça veut dire quoi ? Cette écoute-là, ça veut dire qu'il faut poser dès le début, il ne faut pas être juste amoureux des technologies, même si on aime beaucoup les technologies, il faut être capable de reconnaître qu'aucune technologie est neutre en impact, ça n'existe pas. Donc finalement, faire des choix énergétiques, c'est faire des choix d'arbitrage entre ce qu'on appelle l'empreinte finalement de toute nature, parce qu'en bon français, le footprint, n'est-ce pas, et les effets positifs, en bon français toujours, le handprint. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un petit peu comme dans la santé, où on va faire un peu les équilibres risques-bénéfices. On va se dire, bah oui, il y a un bénéfice peut-être sur la dimension CO2, qu'est-ce qu'il en est de la dimension biodiversité, qu'est-ce qu'il en est de l'impact sur l'eau, est-ce qu'il y a un impact sur les matières premières qui va poser un problème de rareté des ressources, est-ce qu'il y a un problème d'impact social, sociétal, etc. Et donc c'est en reconnaissant cela et en arbitrant au mieux, eh bien, qu'on arrive à faire des choix qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ne sont pas toujours parfaits, qui sont des combinaisons, parce qu'il faut se réconcilier aussi avec la réalité en disant, une fois de plus, le temps est crucial en matière de changement climatique, c'est-à-dire que toute tonne de CO2 qu'on évite aujourd'hui, elle vaut plus cher que celle qu'on évitera dans 10 ans. Donc le fait de dire, oulala, c'est compliqué, attendons un peu, c'est un raisonnement extrêmement dangereux. Donc il y a dès aujourd'hui les meilleurs choix à faire, et il faut être humble, il faut se questionner régulièrement sur les meilleurs optimums, et puis plutôt que de risquer de ne pas se tromper, il faut agir, il faut être dans l'action. Voilà. Merci Olivier. Alors Carole, en quoi l'écoute justement de ces secteurs de pointe, on pourrait dire IA, robotique, permet-elle à la SNCF de développer des technologies innovantes? Alors effectivement, moi je dis toujours on vit une période formidable parce qu'on est face à des changements majeurs en termes de technologie, la robotique, l'IA, le digital. Tout ça, c'est... Si je fais une petite anecdote, je dirais qu'on perdrait notre temps à essayer d'améliorer la bougie, alors qu'à côté, il y a l'ampoule électrique qui est en train de se développer. On est vraiment sur des changements majeurs. Et moi, dans mes équipes, j'ai des scientifiques, j'ai des chercheurs, mais on a à cœur vraiment d'essayer d'être en veille active sur ces nouvelles technologies. Pas parce que c'est par curiosité, c'est juste, c'est vital. C'est-à-dire qu'on a vraiment des secteurs entiers de notre industrie qui vont changer. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est de connaître les usages et de regarder avec un filtre ferroviaire en se disant à quoi ça peut nous servir. Qu'est-ce que ça peut nous amener comme performance? Est-ce qu'on va l'utiliser dans 1 an ou dans 10 ans? Il y a des sujets, le quantum, j'adore. Moi, souvent, on me dit c'est pour dans 10 ans. Mais je dis, mais ça fait longtemps qu'on me dit maintenant que c'est pour dans 10 ans. Souvent, pour l'hydrogène, on nous dit pareil aussi. Il y a des technos, on se dit toujours c'est pour dans 10 ans. Mais ça n'empêche pas qu'il faut se préparer parce que les changements, c'est vraiment des ruptures d'importance. Et donc, nous, on est en veille active sur ces technologies.
On est vraiment en partenariat très actif avec les sachants, hein, les laboratoires, les universités, les industriels, et on regarde comment le déployer le plus rapidement possible pour faire progresser le ferroviaire. Merci à tous les deux. Je demande un tonnerre d'applaudissements. Ils nous ont fait l'honneur de venir. Merci infiniment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les déposer sur le fil visio et ils s'engagent à pouvoir y répondre. Vous aurez ensuite un booklet ou un takeaway, on appelle ça comme ça, qui sera déposé sur le site. Maintenant, je vous propose de plonger finalement dans une expérience numérique. Lumière. Allô, bonjour. Ici le bureau des assistantes RH. Bonjour, Camille à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouais, bonjour, je souhaiterais parler... Si vous souhaitez contacter le service des employés super heureux, tapez 1. Si vous avez une réclamation à faire concernant votre collègue, tapez 2. Si vous avez une modification urgente à apporter à votre liste de compétences, tapez 3. Enfin, si vous voulez taper 4, tapez 4. Ah, voilà. Bonjour, oui, eh bien... Le bureau des assistantes RH, bonjour, Camille à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça va, j'ai compris. Il faut que je vous parle avant la fin du mois. À ce rythme-là, ça va être dans 10 ans. Vous avez demandé à parler à un opérateur, surtout ne quittez pas. Surtout ne quittez pas. Surtout ne quittez pas. C'est pas possible, ce truc. Merci de taper sur le chiffre correspondant à votre choix. C'est ça, ouais, c'est toi que je vais taper. Nous n'avons pas compris votre demande. Nous n'avons pas compris votre demande. J'appelle pour savoir... Vous avez demandé un changement de bureau? Non, j'ai demandé... Un changement de chef? Non. Plus de frites à la cantine? Pas vraiment, non. Un instant, je vous reprends tout de suite. Non, mais... Le bureau des assistantes RH, bonjour, Camille à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, mais vous rigolez, là. Je viens vous expliquer Vous appelez au que... sujet de votre salaire du mois prochain. Oui, c'est ça. Ah oui, je sais. Vous voulez parler à mon supérieur? Oui, c'est cela. Bonne idée. Passez-moi votre chef. Un instant, s'il vous plaît. Ah, je suis Madame Ray Boucher, Laure. J'appelle pour... Mais, attendez, vous êtes Madame Ray? Laure Ray Boucher? Oui, voilà, c'est ça. Et donc j'ai... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, alors, après vérification dans notre base de données, il apparaît que vous ne figurez pas sur la liste des employés du mois. Je crains que nous ne puissions donner suite à votre demande. Hein? Vous plaisantez? C'est quoi cette blague? Mais n'hésitez pas à nous donner un avis positif sur Internet. Alors, au-delà du fait qu'on a bien rigolé à préparer cet enregistrement avec Anne-Marie, ce chatbot fou coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va voir un par un les écueils et surtout ce que devrait être un chatbot idéal. Alors, j'excuse ma collègue Carole Mergen qui n'a pas pu finalement être présente aujourd'hui parce qu'elle avait un projet client. Alors, le chatbot fou, on l'a entendu, donne clairement le sentiment d'usurper une identité humaine. Notre utilisateur n'est jamais sûr de parler à une machine ou à un humain. Or, un chatbot idéal, abouti et pensé au sein d'un processus métier, c'est un agent conversationnel qui va aider dans des tâches quotidiennes et qui va relayer à l'humain dans des cas bien définis. L'IA ne se substitue pas à l'humain, c'est l'humain qui doit pouvoir mettre l'IA à son service. Elle ne se cache pas d'être en situation d'apprentissage si c'est le cas, et elle doit pouvoir citer ses sources. Deuxièmement, le chatbot fou fait tourner son utilisateur en rond et ne produit aucun résultat concret, mesurable. Contrairement au chatbot idéal, agent intelligent, qui va être construit par une équipe tout à fait humaine dans le but de libérer l'humain de tâches répétitives ou à plus faible valeur ajoutée, permettre des tâches qui nécessitent de naviguer entre plusieurs applications disparates pour rassembler des données, et puis trouver de l'information. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il paraît que nous passons environ 7 heures par semaine à chercher de l'information en entreprise. Pas que chercher ses lunettes. Et parfois, on trouve dans le meilleur des cas. Mais on n'est pas toujours certain que c'est l'information la plus récente. Donc, c'est un vrai sujet.
Le chatbot fou va fixer des choix prédéterminés. Tapez 1, 2, 3, 4. Il ne laisse aucune place à une interaction réelle et il annihile donc toute sensation d'écoute et de compréhension de mon besoin à moi. Or, un vrai agent conversationnel sera capable d'écouter et de reformuler la demande, d'obtenir des clarifications avant de poursuivre le dialogue en temps réel. Techniquement, c'est ce qu'on appelle la levée des ambiguïtés. Il sait suivre les changements de sujet et être flexible, comme on le fait dans la conversation courante. Donc, c'est la capacité à gérer les digressions. Il est utilisable en vrai langage naturel, malgré les fautes de syntaxe, d'orthographe, les approximations de vocabulaire. C'est la capacité de détection de l'intention. Enfin, il sait mettre fin à une discussion qui tourne mal et détecter la haine et les abus grâce à un filtre adapté. Quatrièmement et dernier point, le chatbot fou ne semble ni contrôler ni gouverner. Il propose aussi bien des frites que changer de chef. Je ne sais pas ce que vous préférez. Alors qu'un agent intelligent idéal ne présentera des données à un utilisateur que s'il est habilité à les obtenir. Ça sous-entend derrière une gestion de l'architecture des données et des droits d'accès associés. Donc l'agent intelligent sera monitoré, gouverné de bout en bout pour être contrôlé, auditable et pourra évoluer au fil des besoins. Il fera surtout la part belle aux professionnels qui utilisera son intelligence naturelle, situationnelle, émotionnelle et son expertise métier. Il respectera des règles d'éthique. C'est dans ces conditions que l'IA sera vécue et ressentie comme une aide et non comme un concurrent. J'espère avoir contribué à la question « Le numérique permet-il un peu d'écoute ?» Nous allons maintenant voir un autre exemple avec les verbatims du sondage du colloque 2024. Merci. Bonjour à tous, Alice Rouchet, juriste chez Orange. Bonjour à tous, Caroline Dubois, je travaille également chez Orange et je travaille pour la recherche. Souvenez-vous, l'Ikigai, l'an passé, il y a un an, vous avez répondu à une grande enquête, Mon travail et moi. Vous étiez 1750 salariés de nos entreprises du Cercle Interrel à y avoir participé. Et nous vous avions fait l'an passé une restitution sous forme de chiffres, de diagrammes. Donc, tout s'est bien passé. Eh bien, rappelez-vous, il y avait une question. Considères-tu que ton travail aujourd'hui a du sens et pourquoi? C'était une question avec un champ libre, ouvert. Eh bien, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que vous aviez répondu avec vos mots? Nous, en tout cas, on s'en souvient et on a écouté vos mots. Et cette analyse a été possible grâce à l'outil micro ouvert d'Orange. Résultat de l'année dernière, on voit quand même que c'est plutôt positif sur la partie droite du graphique. Mais pour autant, il y a quand même la réponse, la partie bleue, là, les personnes qui ont répondu que leur travail avait du sens parfois, qui n'est quand même pas très positive. Donc ça mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Alors Caroline, peux-tu nous expliquer ce qu'est ce fameux outil micro ouvert? Le micro, là. Alors, micro ouvert, c'est un outil, mais c'est aussi une méthode. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à travailler là-dessus? Eh bien, à travers nos études, on s'est dit, c'est bizarre quand même, parce qu'il y a beaucoup d'outils dans nos entreprises, des outils de recueil, donc des questionnaires, tout un tas de dispositifs. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend quand on a des entretiens avec des clients, avec des salariés? C'est, j'ai le sentiment quand même qu'on ne m'écoute pas, je ne me sens pas reconnue, je ne me sens pas connue, simplement. Et donc, on en est arrivé à travailler sur cette thématique et on s'est dit, mais comment faire pour dépasser ce problème-là? Et donc, micro ouvert, au-delà de ce qui est dit, et bien sûr, on analyse les thématiques et ça, c'est très important, on travaille à comprendre comment c'est dit. Et c'est là où on fait appel à des méthodes en linguistique et à des modèles en psychologie. Par exemple, vous voyez un modèle en psychologie sur la charge mentale, un modèle capacitaire. Et donc, avec ce travail-là, on arrive à faire émerger des verbatims, les émotions, mais aussi des éléments qui ont trait à la charge mentale ou encore au rapport à autrui.
Et donc, en s'appuyant sur cette méthodologie, on fait aussi, donc je le disais, on fait beaucoup de recueils dans les entreprises, mais est-ce qu'on écoute vraiment? Et donc, pour montrer qu'on a écouté, il faut du feedback à un moment donné. Et donc, nous, on fait un feedback systématique auprès des personnes qui ont participé aux campagnes micro ouverts. Et ça, c'est très important pour qu'il y ait une vraie confiance et pour nouer le dialogue. Alors Caroline, quel est le résultat de micro ouvert sur les verbatims du sondage de l'Ikigai? Alors si on regarde ces résultats d'abord sur les éléments qui sont plutôt négatifs, c'était, je le rappelle, une réponse par rapport au sens au travail. Et on voit que dans ces réponses, dans ces éléments qui ont trait au sens au travail, eh bien, il y a des éléments qui se rapportent à l'écoute. Donc par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, pour se sentir écouté, il faut avoir aussi un feedback. Donc quand on n'a pas de retour positif, quand on ne se sent pas utile, c'est qu'on ne se sent pas écouté. Et là aussi, un autre élément qui est directement dit, ben voilà, les remontées du terrain, elles sont quelquefois même pas écoutées. Donc on voit bien le lien entre l'écoute et le manque d'écoute qui peut créer une perte de sens au travail. Donc on voit aussi plein d'éléments positifs. Qu'est-ce que ces verbatims positifs nous apprennent? Alors oui, Alice, il y a des éléments positifs, heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est intéressant quand on regarde ces éléments positifs, c'est que là aussi, on parle d'éléments positifs et qui viennent donner du sens au travail. Et dans ces éléments positifs, on voit là encore des éléments qui ressortent, qui ont trait à l'écoute et au sentiment d'être écouté, d'avoir eu un feedback positif sur son travail, donc des retours positifs. Et aussi le fait de carrément, je peux proposer mes idées, donc je me sens écoutée, ou encore j'ai une liberté d'expression. Donc là, on voit que l'écoute, elle est vraiment en lien avec le sens au travail. Donc c'est un outil vraiment intéressant pour donner du sens au travail. C'est un des éléments qui peut permettre d'aider à donner du sens au travail. Et je dirais même que c'est un levier pour la performance des entreprises. Merci Caroline pour cette analyse réalisée grâce à l'outil micro ouvert. Donc on vient de vous montrer une fois de plus l'importance d'une bonne écoute. Mais comment est-ce qu'on fait pour bien écouter? On l'a dit ce matin, on le redit cet après-midi. Bien écouter, ça s'apprend. Et on vous propose de voir une vidéo pour précisément encore mieux apprendre. La plupart du temps, dans nos sociétés, dans nos éducations, le seul axe qui soit valorisé, encouragé, c'est l'expression de soi. On parle très peu, pour ne pas dire jamais, de l'écoute. Très souvent, nous ne savons pas écouter. Beaucoup d'entre nous, nous prenons nos attitudes de verbalisation, de commentaires, de tentatives de solution, de consolation pour de l'écoute, alors que manifestement, ce n'est pas l'écoute. L'écoute, je le rappelle, c'est la fermer. C'est la fermer complètement pour être complètement avec l'autre. Et laisser l'autre arriver au bout de sa phrase, sans l'avoir interrompu par des conseils, par des propositions de solutions ou par du retour à soi. Il est temps que tu, à ta place je, de mon temps, moi j'aurai, ton problème n'est rien à côté du mien, moi j'ai un vrai problème. Tout ça, c'est pas de l'écoute. Or, cependant, c'est extrêmement fréquent. C'est pour moi de la brutalité ordinaire, de ne pas laisser l'autre arriver au bout de sa phrase, et même de ne pas respecter le fait que l'autre il a besoin d'un temps de silence après sa phrase. Parce que la phrase est la partie émergée de sa conscience. La conscience a pris des mots qui ont été dits, et lorsque les mots sont dits et qu'un temps de silence est respecté, la conscience continue son cours à l'intérieur. Et j'appelle ça nos Googles intérieurs qui s'activent, nos intelligences intuitives, notre intelligence relationnelle intérieure, qui fait des liens entre des choses qui étaient séparées. Alors, comme nous avons pu le voir, l'enquête, c'est une façon d'écouter. Nous avons ainsi exploré le ressenti des salariés de nos entreprises du Cercle Interrel concernant l'écoute au sein de leur entreprise à travers une enquête intitulée « Écouter, comment, pourquoi ».
Cette enquête, réalisée du 5 février au 9 mars 2025, a recueilli 532 réponses, dont 25% d'hommes et 80% de cadres, et la moitié des répondants ont entre 45 et 59 ans. 10 questions étaient posées, portant principalement sur la perception de l'écoute en entreprise, les canaux de communication utilisés, les obstacles à la communication, les témoignages de manque d'écoute et la formation à l'écoute. Un premier résultat intéressant à partager et peut-être à méditer, c'est le fait que seulement 9% des répondants trouvent que la qualité de l'écoute dans leur entreprise est très satisfaisante, alors qu'ils sont 38% à trouver très bonne la qualité de l'écoute de leur manager direct. Ce décalage dans la perception de l'écoute met en avant les bienfaits du contact humain et l'importance du rôle du manager. En revanche, si 47% des hommes sont très satisfaits de l'écoute de leur manager direct, les femmes ne sont que 37% à en être satisfaites. Il semblerait donc que les attentes des uns et des autres ne soient pas forcément les mêmes. Mais allons faire un tour en entreprise, à la machine à café, pour voir ce qu'il en est exactement. Petite précision, les sketchs qui vont suivre ne reflètent pas exactement les résultats du sondage. Nous avons pris certaines libertés créatives et avons adopté un parti pris pour mieux illustrer notre propos. Tiens, dis-moi Sylvie, t'étais en vacances il n'y a pas longtemps. Je veux tout savoir. T'as fait un beau voyage? Oui, je viens de rentrer de l'Égypte, c'était super. T'as déjà visité? Alors non, jamais, mais j'aimerais beaucoup. Par contre, je connais un super restaurant égyptien dans le 18e. Vraiment, c'est délicieux, tu as dû te régaler. Oui, j'ai beaucoup mangé. J'ai essayé le koshari. Le koshari avec sa viande en sauce, quel régal! Non, le koshari, c'est à base de riz, des pâtes, des lentilles. Peut-être tu veux dire fata, c'est Oui, c'est cela, oui. Mais dis-moi, quelle ville as-tu visité? J'ai visité le Caire, les pyramides, les musées. Après, je suis allée au sud. Luxor, certainement, j'adore. Les obélisques, les sphinx, quelle merveille! Oui, j'ai visité aussi les vallées des rois. Et Alors là, je me permets de t'interrompre, parce que la vallée des rois, mais la vallée des reines surtout, parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'Égypte antique, elle était particulièrement moderne quant à la place accordée aux femmes. Les femmes étaient déjà respectées et surtout écoutées, exactement comme aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement comme aujourd'hui. Alors, à écouter Sylvie et Paul, nous sommes face à un grand décalage entre les hommes et les femmes quant à leur perception de l'écoute. Heureusement, ce décalage n'est pas aussi drastique dans les résultats du sondage, mais il existe. Et nous pouvons notamment noter qu'à la grande question « Penses-tu que les hommes et les femmes écoutent de façon différente ?», les femmes ont répondu oui à 59% contre 40% des hommes, et elles ne sont que 20% à avoir répondu non. Parce qu'effectivement, 20% des répondants ne se sont pas prononcés sur la question. Nous avons ensuite questionné les répondants sur des situations vécues en relation avec l'écoute ou le manque d'écoute. Et 3 fois plus de femmes que d'hommes disent se faire couper la parole systématiquement en réunion et en souffrir. Mais pourquoi n'écoute-t-on pas mieux en entreprise? Retrouvons Alex et Vanessa. Bonjour Vanessa, aurais-tu un moment s'il te plaît? Oui, enfin vite parce que j'ai une réunion qui démarre dans 2 minutes. J'ai un truc hyper important à te dire. Oui, vas-y. Ok, alors tu sais, dans les réunions, je propose pas mal d'idées, elles ne sont jamais prises en compte. Par contre, quand c'est les autres qui les proposent, elles deviennent tout de suite extraordinaires. Ah oui, je sais, c'est frustrant, mais tu sais, on est une équipe, on s'influence, on partage. Non, là, c'est pas du partage, c'est comme si que je n'existais pas en fait. Bon, écoute, je vais tout de suite créer un canal Teams, comme ça, tu pourras mettre tes idées noir sur blanc et elles seront tracées. Un canal Teams, encore un? Tu sais bien que pour moi, c'est plus facile de gérer avec les outils numériques. Mais la relation humaine, qui m'écoute, moi? Écoute, Alex, je veux pas minimiser, mais pour moi aussi, c'est compliqué. Je passe mon temps en réunion, j'ai une charge de travail énorme, je reçois des dizaines de mails par heure, je gère les urgences, je suis sous l'eau. Et tu crois que j'ai combien de temps dans la journée pour gérer tout ça? A priori, 1 minute 30, hein. C'est pas faux. Écoute, je t'ai dit plein de fois que je me sentais pas bien. J'étais pas à l'aise. Je décroche. Oui, je sais, je l'ai noté quelque part. Écoute, faudrait qu'on en reparle sérieusement, mais là, c'est compliqué, j'ai pas le temps. Non, écoute, c'est trop tard, j'en peux plus. Je démissionne. Non, une tuile de plus.
Alors, l'attitude de Vanessa nous a montré à quel point des sollicitations extérieures peuvent entraver une écoute de qualité, et c'est aussi le sentiment des répondants à notre enquête. Arrive en tête la charge de travail, qui constitue un obstacle à l'écoute pour 59% des répondants, suivi de près par le manque de communication claire et une culture d'entreprise non favorable. Ces obstacles se sont cependant moins marqués chez les plus de 60 ans. Si le poids des interruptions numériques dérange moins les femmes que les hommes, 28% contre 38%, 42% des plus de 60 ans y voient un obstacle à l'écoute. Alex, de son côté, est très affecté par le fait que ses idées ne sont pas prises en compte et est en grande souffrance. D'après les réponses obtenues lors de l'enquête, les hommes sont plus enclins que les femmes à penser que leurs idées sont fréquemment prises en compte, de même que la tranche 30-44 ans. En revanche, lorsque nous avons interrogé les répondants sur des situations dont ils ont été témoins, 71% des femmes disent avoir vécu des situations où des personnes en souffrance n'ont pas été entendues, contre seulement 56% d'hommes, et 63% de femmes ont vécu des situations où des collègues ont quitté un poste qui leur plaisait au motif qu'ils ne se sentaient pas écoutés, contre seulement 49% des hommes. Alors peut-être que Vanessa aurait été plus à même de répondre à Alex si elle avait été formée à l'écoute. Musique. Bah, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah t'es encore là, toi? Alors, il semblerait que la formation à l'écoute en entreprise a des progrès à faire. D'ailleurs, 53% des répondants au sondage ne sait pas si son entreprise propose de telles formations et seulement un répondant sur 5 en a bénéficié en fin de carrière. Alors, nous espérons que ces résultats permettront des débats constructifs. Ce qui est sûr, c'est que le top 4 des bienfaits de l'écoute en entreprise pour plus de la moitié des répondants, c'est améliorer la satisfaction des salariés, renforcer la cohésion d'équipe, prévenir les conflits, augmenter la performance de l'entreprise. Nous ne pouvons donc qu'encourager nos entreprises à faire de l'écoute une compétence qui sera un levier puissant pour transformer les idées en action et les collaborateurs en partenaires engagés. Nous vous proposons maintenant d'écouter l'interview de M. Vincent Baude, référent international de la QVT et fondateur du projet 4121, du nom de l'article du Code du travail. Donc Vincent Baude a commencé par écrire un livre qui fait référence sur le sujet de la QVT. Et dans cette interview réalisée par Sylvie Delacroix, vous comprendrez pourquoi il propose d'inscrire dans la loi l'écoute comme premier principe général de prévention au travail et aussi comment il démontre que l'écoute peut être vecteur de performance. Bilab France, engagé dans le projet 4121, témoignera aussi de l'intérêt de l'écoute dans la certification RSE. Il sera en duo. Oui, il sera en duo. Il marche, là ? Il sera en duo avec Cassia Mendy, notre nouvelle présidente de CCXT. Eh ben, je m'appelle donc Vincent Baude, je suis le président de la fondation Projet 4121. C'est une fondation qui porte un projet de recherche qui vise à engager 1000 entreprises en France, toute taille, tout secteur d'activité, dans une démarche qui mette l'écoute au cœur du travail, pour pouvoir en mesurer scientifiquement les bénéfices sur 3 objectifs. 1, qu'est-ce que ça va apporter à la santé physique et mentale des travailleurs? Deuxième objectif scientifique, qu'est-ce que ça va apporter à la santé physique et mentale des dirigeants, dont on parle si peu?
Et troisième objectif, qu'est-ce que ça va apporter à l'attractivité et la performance des entreprises? Moi, j'ai commencé comme ouvrier, ensuite j'ai été chef d'équipe et j'ai été directeur d'usine. Et dans cette découverte du management, manager et manager, la recherche de la performance, qui était voilà, le point cardinal de nos attentes, nous les managers, s'est faite d'une façon assez innovante pour moi. C'est que j'ai découvert qu'un management par l'écoute des travailleurs pouvait apporter plus de performance que quand c'est les travailleurs qui nous écoutent. Donc ça, c'était une rencontre impromptue que je n'avais pas imaginée, qui m'a passionné. Donc, quelles sont les conditions pour que cette écoute puisse se produire? Quelles sont les limites qu'il faut lui donner? Qu'est-ce qu'elle peut apporter et comment? Ça m'a tellement passionné que ça fait maintenant plus de 25 ans que j'enseigne le management participatif à Aix-Marseille Université, où j'ai été nommé professeur associé. Et puis ensuite, j'ai passé 10 ans à la direction des risques professionnels de la CARSAT à Marseille. Et je découvre donc ce nouveau sujet de la santé au travail. Et ce sujet, je découvre qu'il a, allez, pour faire vite, une caractéristique, c'est que la santé au travail parle beaucoup, mais écoute peu. Voilà. On dit aux gens quoi faire, on dit quelle procédure respecter, quel équipement porter, et on a raison. Mais par contre, trop de gens me disaient, alors qu'on parlait de leur santé, qu'il ne faisait pas sens ce message pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on dit que c'est une priorité ma santé, mais moi, j'ai des outils que j'utilise, mais qui sont soit pas adaptés, soit pas assez nombreux, voilà. Donc j'ai pas les bons outils pour bien bosser. Et ça me fait mal. D'autres qui me disaient, moi j'ai pas la bonne organisation pour bien bosser. Par exemple, j'ai trop de charges de travail, et ça me fait mal. D'autres qui me disaient, mais moi j'ai pas les bonnes relations pour bien bosser. Avec les clients, mes pairs, ma hiérarchie, j'en sais rien. Donc ça me fait mal. Et d'autres qui me disaient, moi je me projette plus dans mon travail. J'ai pas de perspective dans mon travail, et ça me fait mal. Donc j'ai mal, et personne ne fait rien, qu'on me dise pas que mon travail, sa priorité, c'est ma santé, puisque je vis ça mal, et que personne n'y fait rien. Et découvrant ça, c'est là que j'ai eu cette idée de dire, mais il faut que l'écoute de toutes celles et ceux qui n'arrivent pas, et ils sont nombreux à le vouloir, à bien faire et bien vivre leur travail, devienne la norme, et pas l'exception de telle et telle équipe. Donc on a engagé des démarches où l'écoute serait au cœur du travail dans chaque équipe par les managers, et avec un comité de pilotage pluridisciplinaire qui encadrerait tout ça. Et le bilan de ces démarches-là, on a initié dès 2002, c'est un bilan qui a été sans concession. Sur la santé au travail, on a réduit, dans ces établissements-là, de plus de 80% l'accidentologie. 80%. Mais on a eu plus de 85% de réduction aussi de l'absentéisme maladie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet démontré de ce que les personnes au boulot attendaient comme action de leur entreprise pour non pas tout changer, parce que tout le monde sait que l'entreprise ne pourra pas tout changer, mais agir partout là où elle peut agir, non pas pour eux, mais avec eux. On a deux types d'indicateurs, des indicateurs de résultats et des indicateurs de moyens. Dans les indicateurs de résultats, on a les indicateurs de santé physique, AT, avec ou sans arrêt, etc. Tout le monde connaît ça, mais aussi les atteintes à la santé mentale, qui doivent être traitées de la même façon. Deuxièmement, les indicateurs de moyens. Dans les indicateurs de moyens, il ne faut pas regarder que le combien on obtient, c'est en proie à toutes les dérives si on ne fait que ça. Il faut regarder aussi comment se produit la démarche. Et donc dans les indicateurs de moyens, évidemment, parmi les indicateurs à suivre, il y a le pourcentage et le nombre de salariés qui ont bénéficié d'un entretien d'écoute et le nombre d'actions qui ont suivi ces entretiens pour qu'on soit exactement dans cette maîtrise du cycle, écouter, évaluer et agir. Parce qu'au bout du bout, ce qui compte, c'est d'agir. Au sein de la certification Bicorp, nous demandons aux entreprises, notamment à travers un pilier aujourd'hui qui est centré autour des collaborateurs et des collaboratrices, de faire attention à leurs demandes et à écouter leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. On pense que ça aide les entreprises à être plus performantes et on encourage ça dans la certification Bicorp.
Et c'est en ça qu'on pense que ce que porte le projet 4121 est parfaitement aligné avec la certification Bicorp. On pense que le projet 4121 va nous pousser à regarder nous-mêmes comment est-ce qu'on réalise cette écoute de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. Donc c'est vraiment un élément qui va nous permettre de nous regarder, de nous évaluer et de nous aider à progresser sur ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Sachez que vous pouvez avoir finalement une version plus longue qui sera mise à disposition sur le site Interrel, et notamment si vous souhaitez embarquer parmi ces entreprises voilà, qui ont eu des résultats excellents. Pour aller encore et encore plus loin dans les pouvoirs de l'écoute en entreprise, je vous propose maintenant d'accueillir Bertrand Saint-Etienne, directeur du projet stratégique du groupe SNCF. Et il sera en duo avec Asia Bendian, notre nouvelle présidente de SNCF Mexico. Asia a entrepris un tour de France des ambassades qu'elle a intitulé le temps de l'écoute, pour dire que c'est vraiment dans l'ADN de SNCF Mixité. Parce que pour elle, l'écoute, elle doit être concrète, elle doit être efficace et au plus près du terrain. Et tout ça pour plus de performance dans les équipes et l'entreprise. Beaucoup de réponses ont été apportées depuis tout à l'heure à cette question, mais on peut se la reposer quand même. Qu'est-ce que l'écoute ? Normalement, là, le silence s'installe. Et tant mieux, parce que c'est ce silence qui crée justement les conditions de l'écoute. Comme c'était dit tout à l'heure en vidéo, il faut savoir la fermer. Poser une question, comme je viens de le faire avec vous à l'instant, c'est bien souvent la première étape d'une démarche d'écoute. Écouter, c'est se mettre à disposition des autres, recueillir leurs paroles et essayer de l'interpréter. En ce sens, écouter, c'est déjà plus tout à fait entendre, c'est pas encore complètement comprendre. C'est sortir un peu de soi, se mettre en capacité de percevoir d'autres points de vue pour les intégrer à son propre raisonnement. C'est pour ça que l'écoute est certainement la première des qualités que doit avoir tout manager. Au cœur de notre projet d'entreprise, tous SNCF, il y a l'écoute active. On croit très fort qu'en écoutant vos collaborateurs, en leur laissant la possibilité de proposer eux-mêmes les priorités d'action de l'année, vous créez un climat de confiance et de responsabilité. Et c'est une source considérable de sens au travail. Aujourd'hui, il y a 84% des salariés SNCF qui font un travail qui a du sens pour eux. Et l'écoute, elle place aussi les managers au centre du jeu. Là aussi, 84% des salariés du groupe se sentent soutenus par leur manager. Et depuis qu'on a déployé cette transformation managériale par l'écoute, l'engagement des salariés SNCF a progressé de 10 points, atteignant maintenant 74%. Et en même temps, rappelez-vous, on parlait de MeToo, de cette vague de la libération de la parole des femmes. Et moi, j'ai toujours dit à mon niveau que c'était la libération de l'écoute. Les femmes ont toujours parlé, on ne les écoutait pas, c'est ça la différence. Et cette écoute, ça a été la base d'un travail au sein de l'entreprise SNCF. Des femmes se sont réunies, ont créé SNCF au féminin, qui aujourd'hui est devenu SNCF Mixité, qui est le premier réseau d'entreprises de mixité de France aujourd'hui. Pour être performant, vraiment performant, savoir écouter les bonnes personnes, c'est ce qui est primordial. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais directeur de la gare du Nord, il a fallu gérer le flux exceptionnel de voyageurs pendant les Jeux olympiques et paralympiques, dans ce qui est la gare la plus fréquentée d'Europe. Il y avait un parcours proposé par les experts qui n'étaient pas sur le terrain. Et puis les équipes opérationnelles de la gare ont proposé un autre parcours. Et j'ai finalement décidé de retenir leur solution, qui s'est d'ailleurs révélée très efficace. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais écouter les experts.
Mais dans une entreprise comme la SNCF, vous êtes sûr de jamais vous tromper en écoutant le terrain. Finalement, ceux qui savent le mieux, ce sont ceux qui font. Exactement. Et d'ailleurs, pour rebondir aux propos de mon collègue, c'est comme ça que la vague de mentorat SNCF Mixité a été créée au sein du groupe, évidemment. Les femmes ont eu envie d'avoir un espace d'écoute, de travail, d'empowerment. Et c'est comme ça qu'elles se sont constituées pour pouvoir lancer cette vague. Et c'est pas évident de mettre en relation deux personnes dans le monde professionnel qui ne se connaissent pas, évidemment. Ça demande plusieurs capacités, hein, une adaptation, une écoute, on est pile poil dans le thème, évidemment de s'ouvrir à l'autre, de se faire confiance. Et par ailleurs, c'est pas évident de se juger soi-même, parce que, et ça vous parlera, on peut avoir ce syndrome de l'imposteur qui concerne 70% de la population française. Et en fait, savoir s'écouter, je préfère le dire s'il y a un message clé à retenir aujourd'hui, c'est pas négatif de s'écouter, c'est pas négatif de mettre une pause à sa carrière et de se dire qui est-ce que je suis moi, qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux être accompagnée. Et c'est comme ça qu'on balaye justement ce syndrome de l'imposteur. Cette phase d'écoute de soi, elle est nécessaire évidemment, elle permet de prendre confiance pour aller plus loin, apprendre évidemment, innover et transformer pour performer. Merci à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup et sans transition, pour aller encore et encore plus loin dans les pouvoirs de l'écoute en entreprise, nous vous proposons un micro-trottoir réalisé par l'entreprise Schlumberger. Bonjour à toutes et à tous, Benjamin Glénat, psychologue du travail, directeur du cabinet Human Aspect. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est cher, l'écoute en entreprise. Sans écoute, on n'avance pas dans les relations aux autres. Il n'y a rien qui progresse, on n'est pas créatif, on bloque, on campe sur ses positions. Pour moi, que ce soit en thérapie, dans le conseil, en management, l'écoute, c'est un élément clé de succès. L'écoute, c'est une des 3 composantes de l'empathie. J'écoute l'autre pour mieux comprendre son prisme de perception et pour aider la relation à progresser. Qui dit écoute ne dit pas passivité. Qui dit écoute dit être actif. Donc ça demande du temps, des efforts, de l'abnégation. Mais au final, on a tous à y gagner. Mais voyons sans plus tarder ce qu'en pensent les salariés de l'usine SLB Béziers. Du bien-être au travail, de la reconnaissance, de la considération. Moi, je me sens plus en confiance et ça me permet d'être plus innovante sur mon poste de travail. C'est favoriser un climat de confiance et de collaboration où les idées vont émerger librement et vont conduire forcément à des idées d'amélioration continue. Pour moi, la communication est beaucoup plus facile et fluide. Ça permet d'éviter souvent les malentendus et les incompréhensions. On se sent valorisé, on se sent également impliqué. Donc être écouté, ça renforce notre confiance en soi. Ça nous amène à un positionnement différent qui nous valorise et nous incite à partager et soumettre nos idées et projets. C'est se sentir valorisé, se sentir important. C'est se dire déjà mon opinion compte. Ça amène plus de motivation, plus de reconnaissance, plus de bien-être. La boîte à idées où on recueille les suggestions d'employés. Une réunion quotidienne qui permet à tout niveau hiérarchique de l'entreprise d'être écouté. Donc le face-à-face, sous forme d'entretien individuel, de réunions d'information. Des enquêtes de QVT qui sont donc à l'initiative de la direction. Il y a également tous les outils d'amélioration continue, exemple les suggestions d'idées, appelées chez nous les oui. Donc le shop floor daily management permet d'une façon collégiale de se retrouver face à un état de situation de l'atelier et ça nous permet aussi de nous exprimer sur nos besoins. Les enquêtes macro, je pense notamment à Engage to Excel qui permet de mesurer l'engagement des salariés. Puis ensuite, on va bien sûr avoir les entretiens individuels, mais je pense que l'outil le plus important, c'est la communication du quotidien, la communication informelle.
des entretiens individuels moins formels et plus réguliers. De créer des espaces plus détendus pour les employés, avec un style de café-discussion où les employés pourraient partager des idées d'amélioration entre eux. Vous aurez une journée de conversation ponctuelle, et c'est en fait une journée qui est consacrée à la conversation, durant laquelle donc, le manager écoute ses salariés. Favoriser les réunions physiques plutôt que distancielles pour renforcer ce sentiment d'écoute. Des lieux de communication ou d'échange informels entre les managers et les compagnons ou même la direction. À l'endroit du déjeuner, de dédier des tables où on puisse y retrouver un référent de l'entreprise à qui on puisse exposer tous nos projets. Il faut continuer à faire nos réunions qu'on fait le matin, surtout ne pas les abandonner. Le premier, ça serait de renforcer les formations sur l'écoute active. Également, communiquer un petit peu plus sur la hotline SLB France qui existe notamment pour toute question reliée au harcèlement. Primordial, accessible et dynamique. Humain, reconnaissance et cohésion. Respect, bienveillance et empathie. Le partage, la convivialité et l'échange. Respect, collaboration, mise en valeur, valorisation et écoute active. Le respect, l'impartialité et le fait de ne pas être interrompu. Confiance, solidarité et innovation. Amélioration, collaboration et partage. Et nous voilà déjà à la conclusion. J'espère que vous avez su être à l'écoute les uns des autres. En tout cas, sachez que sur les plus de 1000 formations que j'ai pu animer, avec des managers, avec des collaborateurs, je pose parfois une question. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon manager? Ou rappelle-toi un bon collaborateur que tu as connu dans ton parcours. Ce qui ressort en première qualité, systématiquement, c'était quelqu'un à l'écoute. Alors, nous avons une invitée surprise qui a écouté toute la journée ce qui s'est passé ici et elle se propose d'avoir carte blanche et vous faire une réflexion en miroir de tout ce qui s'est dit. J'aimerais accueillir Caroline Loisel, qui est conférencière et autrice sur le futur au travail et les relations. Merci beaucoup. On ne peut pas dire encore bonsoir, donc je ne sais pas, bon après-midi à vous toutes, à vous tous. Ça va, vous avez encore un petit peu de jus d'écoute? Bon, est-ce que je vois tous les nez levés? Non, parce que si j'ai bien compris, il y a un seul message que j'ai retenu, moi, c'est qu'on n'écoute pas avec nos oreilles. Hein. On écoute avec... Non, pas notre nez non plus, on écoute avec les yeux. Merci. Principale information de cette journée. Bon, alors perso, moi, cette journée, elle m'a ravie. Je vais beaucoup mieux qu'hier soir, parce que hier soir, j'ai scrollé. Hein, voilà, je scrolle, ça m'arrive. Ça ne s'est pas très bien passé. Vous savez combien de temps on scrolle en mètres par jour en France? Non, mais je vous demande, c'est une vraie étude. Non, en mètres, par jour, en France. 600 mètres, c'est moins. Vous êtes très, très froid à 600 mètres. 400, encore froid. Bon, 141 mètres par jour. Dans 5 mois, on a fait un semi-marathon de pouces. Hein. Mais c'est une étude très sérieuse. Hein. Ça, c'est en France. La moyenne européenne, c'est 183. C'est les Italiens. 283. Le pouce vivace, vous voyez? Très vivace, l'italien, le pouce. Bref, je scrollais hier soir. Qu'est-ce que je vois comme post? Évidemment, la déferlante de l'IA toujours. Apprenez à parler à votre IA. Non, c'est sûr que parler avec son voisin, hein, ça c'est toujours en option. Hein. Apprendre à parler avec son voisin. Moi, j'adorerais que l'IA sache un jour nous apprendre à mieux parler entre êtres humains. Mais là, oui, on gagnerait en productivité. Fini la réunionnite aiguë. Parce que maintenant, elle nous fait des comptes rendus de réunions qui servent à rien. Mais bon, elle le fait, c'est vrai que ça nous fait gagner du temps. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de cette journée? Moi, je retiens plusieurs choses. Déjà que l'écoute, finalement, c'est d'utilité publique. Alors bravo à InterL d'avoir choisi ce sujet, parce que pendant une journée, on sent bien qu'on a encore plein de choses à apprendre sur l'écoute. On peut applaudir toute l'équipe organisatrice.
Deuxième chose que j'ai retenue, on écoute comme des pieds. Bah si, à cause des biais. On est complètement biaisé. Bon, la bonne nouvelle, hein, on l'a vu cet après-midi, c'est que ça s'apprend. C'est comme un muscle. Alors, on a pas mal de boulot, mais ça peut le faire. Autre chose, à parler, on n'apprend rien. Là, moi, je vous parle, je m'emmerde. Non, mais c'est sympa, je veux dire, mais c'est vrai que, bon, j'apprends moins. Mais j'ai tellement appris toute la journée. Il y a 4 types d'écoute. Vous vous souvenez? Acronyme AFEG. L'écoute automatique, l'écoute factuelle, l'écoute empathique, le G, l'écoute générative. 100% bio. C'est pas l'IA, ça vient de chez nous. C'est ça. Il y a 8 outils d'écoute. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais en gros, ça va de l'acquiescement, vous vous souvenez? Et le dernier, reformulation totale. Elle était super, cette vidéo. Hein. Franchement, d'utilité publique, je vais la reposter demain. Si elle est accessible, je la prends. Évidemment, il y a écouter et savoir se faire écouter. Bon, bah, comme moi, maintenant. Hein. Bon, c'est fastoche, d'accord? Mais bon, n'empêche. Et puis, la question du genre. Ah bah là, c'était ma partie préférée. Hein. Ah bah là, on a bien compris. Hein. Les messieurs créent les interactions, les initient, et les femmes les entretiennent. Ah, comme d'hab, c'est nous qui faisons tout le boulot. Non, bah, c'est pas parce que je suis une femme que je dis ça, hein, mais bon, voilà, charge mentale. Bon, alors les théoriciens, on les remercie quand même. Hein, Carl Rogers et Otto Scharmer. Donc, merci. Moi, j'ai bien aimé aussi copyright Catherine Ladouce, les hommes de service. Ça m'a fait directement penser, Team Génération X, hein, j'ai 50 ans. Madame est servie, 1984, c'est une série, Netflix n'existait pas. Où sont les 10 Tony Micheli de la journée, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous lever, messieurs? Parce que vraiment, vraiment et sincèrement, je vous remercie d'être là. Je vous remercie. On est dans un cercle interrel. Il y a 10 ou 15 messieurs, j'ai à peu près compté. Je ne sais pas s'il y a des disparus dans la journée, mais bon, entre ceux qui étaient là, bon, bref, on devrait s'en sortir à peu près. Donc, non, vraiment, merci. On a vraiment besoin de vous sur tous ces sujets. Merci vraiment au Tony Micheli de la journée. Je terminerai par quelques mots. Alors là, je vais les lire parce que, voilà, je n'ai pas pu les apprendre par cœur. J'étais un peu prise de court. Alors, l'IA, je t'en veux pas. Bon, surtout que je viens de la tech, alors bon, quand même, à un moment donné, on ne va pas cracher dans la soupe du milieu du numérique. Je t'en veux pas car finalement, tu soulignes tous nos biais. Tu révèles nos limites, nos archétypes, nos pensées automatiques. Tu reproduis les déséquilibres de l'humanité. Cerise sur le gâteau, tu nous challenges sur ce qui nous rend singuliers. À nous de t'écouter là-dessus et de régler les inégalités dans la réalité. Définitivement, l'écoute fait partie de notre essence. À nous de lui redonner de la place aussi dans nos existences. C'est un effort, c'est une énergie, c'est une conscience. L'écoute est ce qui nous rend, je crois, égaux si nous savons mettre à sa juste place notre ego. Vous connaissez le texte. L'écoute est un don de soi et un don à l'autre. Elle est au cœur de ce que les humains ont de plus précieux, les liens. Investissons non pas que des millions dans l'IA, investissons aussi nos tripes, notre temps, notre engagement dans l'intelligence humaine. Accélérons nos battements de cœur plutôt que nos prompts enjôleurs. L'écoute est ce que la technologie ne nous volera jamais. Si l'écoute était un symbole, ce serait le bien commun de notre humanité. À chacun de nous de le protéger. Je nous souhaite des temps, des élans, des moments de nourrissante écoute, car s'écouter mutuellement, c'est rendre honneur aux vivants. Merci. Merci.
Nous allons clore ce travail d'atelier. Ce n'est pas clore la journée, mais c'est clore le travail d'atelier, un travail collectif avec beaucoup de monde, beaucoup d'idées, qu'il nous a fallu rassembler dans peu de temps, parce que c'était par rapport à notre créativité, le temps imparti était vraiment très court. Merci à toutes les collègues à qui je vais donner la parole tout de suite, mais je vais d'abord laisser parler Noémie qui va nous raconter comment on a rassemblé tout ce qu'on a fait. Je te laisse la parole, Noémie. Merci. Donc rapidement, le travail qu'on a fait, que vous avez assisté aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et pour vous aider à les retenir, on a composé une brochure avec les éléments clés sur chacun des sujets abordés par les 3 ateliers. Et des fois que vous ayez été intéressé par le sujet, on espère, on a aussi rassemblé des livres, des articles et des ressources qui pourront vous permettre de continuer de découvrir ce vaste sujet qu'est l'écoute. Donc voilà, elle sera disponible normalement dans les prochains jours sur le site du Cercle Interrel. Donc n'hésitez pas à y faire un tour pour retrouver ce support, pour vous remémorer un petit peu tout ce qui a été dit et pouvoir prolonger. Merci. Merci. Donc je vais inviter... Merci beaucoup, Noémie. Donc, une brochure qui capitalise un peu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on n'a pas pu vous dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu présenter, mais on a glané beaucoup de matériel qu'on aimerait partager avec vous. Je vais inviter toutes mes collègues et tous mes collègues, hommes et femmes, à monter sur scène à présent pour notre bouquet final. Si vous voulez, voilà, merci pour la slide. Si vous voulez avancer, c'est un bouquet final, alors on est fleuri. Ce sont les personnes de l'atelier. Elles ont oublié leur bouquet. Ah, ça y est, ils arrivent, les bouquets. Voilà, les bouquets arrivent. Merci, parce qu'ils sont faits. Merci aux distributrices de bouquets. On voulait symboliser avec une touche de couleur, justement, ce travail que nous avons fait ensemble pendant quelques mois et vous en faire profiter de cette touche de couleur. Et ce que je vais proposer à mes collègues et à tout le monde, c'est de résumer avec un seul mot. Hein, vous avez vu qu'on essaye d'être très concis dans nos restitutions, avec un seul mot, inspirant, ce qui traduit l'écoute en fait pour les unes et les autres, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes là. Ah si, il y a Alexis. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même très féminisé, hein, les équipes d'Interrel. Voilà, donc est-ce que je dis un mot et puis vous prononcez un mot chacune votre tour, d'accord? Moi, le mot le plus important pour moi en termes d'écoute, c'est l'ouverture. Apprentissage. Confiance. Curiosité. La patience. L'échange. Le partage. Respect. L'envie. Communication. Relation. Empathie. L'humilité. Feedback. La confiance. La tolérance. Le silence. La disponibilité. La conscientisation. L'autre. La générosité. La solidarité. La découverte. L'intérêt. L'intention. Ensemble. Interaction. Apprendre. L'attention. Et enfin, pour terminer avec une petite touche festive, musicale, et je voudrais appeler Elisabeth et Karen également avec un micro, parce que nous allons chanter. Est-ce que vous pourriez nous mettre des paroles déjà avant la musique, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez donner un micro à Elisabeth? Merci. Un micro à Karen? Karen? Bon. Elle n'est pas là. Bon, ben on va chanter sans Karen. C'est bon les autres? Vous avez un micro à peu près, vous vous rassemblez.
Merci. Donc la musique qui vous est proposée, on vous demande de chanter avec nous. Vous connaissez sûrement cette musique, c'est une chanson de Véronique Sanson. On a juste transformé un petit peu les paroles pour les adapter au sujet du jour, sur l'écoute. Et on vous demande de nous accompagner. Alors, vous chantez comme vous savez chanter, comme vous avez envie de chanter. L'intérêt, c'est d'être ensemble sur ces quelques paroles qui symbolisent justement le travail que nous avons fait pendant tous ces mois dans le beau groupe que nous formons. Donc, on y va. Musique, s'il vous plaît. Vous avez quelques mesures au départ pour mettre la tonalité dans l'oreille. Je suis là pour te parler de ma drôle d'envie. Dans ma tête, j'ai une idée et je fais ce que je dis. Je t'emmène faire le tour de ma drôle d'envie. On s'écoutera tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Et si je t'écoute, qu'est-ce que tu diras? Si j'écoute tes problèmes, les choses tu aimes, ce qui te malmène me touche quand même, alors parle-moi. Même si tu as des problèmes en cas de galère, ça t'aidera. Laisse les autres te faire des plans des misères, je suis avec toi. Je suis là pour te parler de ma drôle d'envie. Dans ma tête j'ai une idée et je fais ce que je dis. On s'écoute de ma drôle d'envie. On s'écoutera tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Et si je t'écoute, qu'est-ce que tu diras? Si j'écoute mes problèmes, toutes les choses que j'aime au fond de moi, ce qui me malmène te touche quand même, alors écoute-moi. Même si j'ai des problèmes en cas de galère, ça m'aidera. Laisse les autres rengaines, des plans, des misères et écoute-moi. La 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 la